Bien le bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la première capsule de En prolongation 30, surnommée EP30. Pour ce faire aujourd'hui, nous allons faire une courte explication de l'émission avant de commencer les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Tout d'abord, aujourd'hui, nous allons parler le match des étoiles, d'actualités sportives, notamment les transactions et des rumeurs de transactions. D'ailleurs, nous avons une transaction également aussi à vous annoncer au cours de l'émission. J'ai mon invité Hugo Reich, qui est un chroniqueur de la Ligue nationale. Salut Hugo. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Et ça va très bien, mon Andrew. Je suis content de faire ça avec toi. Ah, ben moi aussi, je suis très content de faire ça avec toi. Écoute, c'est un nouveau projet qu'en prolongation on lance. On fait EP30 ensemble. C'est merveilleux. Tu peux-tu expliquer comment est-ce qu'on va faire, on va procéder un peu pour l'émission, pour les gens qui nous suivent à l'instant? Oui, ça va me faire plaisir. En fait, pour vous, chers auditeurs, EP30, ça va être une série de podcasts qui va se faire le jeudi et le dimanche, si je me trompe pas. Bien On sûr, va oui. parler, on va parler de plusieurs choses concernant le CH, concernant la LNH. Le but, c'est de vous instruire un peu, vous faire connaître ce que nous, on pense en prolongation.com. Là-dedans, c'est sûr qu'on va parler de gardien de but, on va parler de défenseurs, d'attaquants, tout ce qui entoure le hockey, on va parler de rumeurs, il va y avoir certains débats. Le but, c'est de vous transmettre beaucoup d'informations en 30 minutes, d'où le titre EP30. Alors, ça va être de même notre fonctionnement. Je risque d'être avec Andrew pour la plupart du temps le jeudi. Et ça va nous faire plaisir, justement, de divulguer notre opinion par rapport à certains débats qui se passent dans la LNH présentement, certaines rumeurs qui peuvent chicoter certains partisans. Parfait, donc merci beaucoup Hugo. Je voulais commencer avec, on a appris récemment, là, Evgeny Malkin s'est blessé au bas du corps et bon, il est à l'écart du jeu et va manquer le match des étoiles. Son successeur, ça va être Cam Atkinson des Blue Jackets, l'attaquant de Ouais. 27 ans qui, dans le fond, va prendre sa place. Lui qui a inscrit 46 points en 47 matchs, dont 24 buts. Je voulais savoir ton impression sur la décision de la Ligue nationale de prendre Cam Atkinson pour remplacer Malkin. En fait, Cam Atkinson, je trouve que c'est une position bien méritée pour le gars natif de Riverside au Connecticut. Comme tu le sais, les Blue Jackets cette saison connaissent une effervescence complètement incroyable. On n'a pas vu l'équipe de l'Ohio connaître une aussi bonne saison depuis leur début dans la LNH. Et Atkinson fait grandement partie des succès des Blue Jackets sur un trio avec Brandon Saad et Nick Foligno. Et Exact. avec justement, comme tu l'as dit, c'est 46 points en 47 parties. Euh, il a maturé, il est allé chercher un autre niveau de hockey. Je sais pas, c'est peut-être la magie de John Tortorella qui a fait en sorte que le gars poussé les culottes à deux mains, a commencé à jouer au hockey. Mais ce qui est pour moi, je trouve que c'est une position très bien méritée. Je pense qu'il va triper comme un petit gars. Puis il va commencer, pas il va commencer, mais il va poursuivre sa lancée après ça. En effet, Cam Atkinson qui en est à ses premiers matchs des étoiles en carrière, c'est un honneur pour lui et un rêve qu'il réalise, un rêve de gamin. Un partenaire de trio, comme tu as mentionné, qui joue avec lui, le capitaine Nick Foligno, qui est ignoré par la Ligue nationale au match des Oui, étoiles. effectivement. Rappelons, en 2014-2015, il a effectué le match des étoiles à Columbus, alors que les Blue Jackets étaient les gens qui accueillaient le match des Ouais. étoiles. C'est Et important à dire aussi, Andrew, que Nick Foligno était un des capitaines de l'équipe étoile. oui, exactement, ça aussi, c'est un Ouais. fait très important dans ce match des étoiles-là en 2015. Notamment, Foligno jouait avec Ryan Johansson, que bon, on a échangé au Predator de Nashville un contre un, dont on sait un peu contre qui, c'est Seth Jones, qui Oui, lui va être là cette saison au match des étoiles à Los Angeles. oui, Euh, Seth Jones. pour les Jackets de Columbus, on a parlé un petit peu tantôt du succès que l'équipe connaît. C'est impressionnant. Et tu voulais-tu me parler de qui en est la cause de ce succès-là avec les Blue Jackets? Mais en fait, j'avais écrit un article là-dessus récemment sur prolongation.com Oui, qui parlait de John Tortorella. Euh, L'article est intitulé Les Tortorella des beaux jours. En fait, j'avais une petite théorie par rapport à ça. Comme tu vois, le noyau des Blue Jackets de Columbus, je pense à Zach Werenski, à Alexander Van Berg, Cam Atkinson, Brandon Saad, Seth Jones. C'est tous des joueurs qui sont relativement jeunes.
En bas de la trentaine, je veux dire. Et par rapport à ça, tu peux pas avoir la même approche en tant qu'entraîneur quand tu as des joueurs plus jeunes. Et en étant une des équipes les plus jeunes de la LNH, le DG des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, a vraiment pris une bonne décision en engageant John Tortorella à cause de son expérience. Je rappelle que Tortorella a remporté la Coupe Stanley en 2004 avec le Lightning. Il est venu amener une stabilité. Oui, il est reconnu pour être assez intense. Il est reconnu pour avoir une approche vraiment radicale auprès de ses joueurs. Mais une fois qu'on embarque dans son système, une fois qu'on est capable de prendre le momentum qu'il a, c'est plus facile à jouer, c'est plus facile à gagner. Et visiblement, les Blue Jackets ont été capables de saisir son message assez rapidement, puisque là, ils sont dans une très bonne lancée. Oui, en effet aussi, il a une approche dure avec les médias. Dans le cas de Tortorella, c'est on l'aime ou on l'aime pas. Hein. Je pense qu'on pense à des joueurs comme Marian Gaborik qui, avec les Rangers, a souvent pivoté le 4e trio sous ses ordres. Donc, je voulais parler aussi d'un autre joueur, un petit nouveau au match des étoiles d'en fin de semaine. Il s'agit de Wayne Simmonds, qui est très excité à l'égard de cette merveilleuse fin de semaine qu'il va disputer. Tout d'abord, Simmonds, qui a des très bons chiffres cette année avec les Flyers. Lui, qui a de très bonnes statistiques. Et je voulais savoir, parce que Claude Giroux ne fait pas le match des étoiles, et je voulais que tu m'expliques pourquoi est-ce que Giroux n'est pas là. Parce qu'on sait un peu, Giroux a eu un début de saison difficile, n'est-ce pas? Et oui. Je comprends pas pourquoi que Giroux n'est pas là alors qu'il a eu 40 points en 49 matchs. Alors, Claude Giroux n'est pas là, selon moi, parce que, justement, à cause de son lent début de saison, a pris du temps à se faire reconnaître. Toi et moi, on sait que Giroux est un joueur de talent. Exact. C'est un joueur qui est capable, qui est intelligent sur la patinoire, a des yeux un peu partout autour de la tête. Mais je crois personnellement que c'est à cause de son lent début de saison et le fait que ça a l'air banal dit de même, mais c'est le fait qu'il ait seulement 40 points. Je sais que le nombre de matchs est quand même assez impressionnant comparativement aux autres joueurs, mais le fait qu'il ait seulement 40 points, et ça, mettons, je parle de Atkinson ou bien des joueurs comme Austin Matthews, Patrick Laine, qui est à leur première saison, eux, ils ont commencé à faire des points vraiment rapidement. Ils se sont fait reconnaître par la direction immédiatement. Personnellement, je crois que c'est la raison puisque si j'étais à leur place, moi, je mettrais Giroux dans l'alignement n'importe quand. Mais c'est une belle chose, pour venir à Wayne Simmonds, c'est une belle chose qu'au moins il y ait un représentant des Flyers parmi le match des étoiles. Je tiens à te rappeler, Andrew, que Wayne Simmonds a quand même 37 points à 49 parties et n'a jamais, si je me trompe pas, n'a jamais participé à un match des étoiles. Alors, peut-être qu'aussi il y avait l'option de mettre quelqu'un qui avait jamais été ou Giroux a décidé par lui-même de ne pas participer, on le sait pas. Mais ça va être bien pour le numéro 17 des Flyers. Toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hugo. Écoute, Giroux, c'est son lent début de saison qui a fait en sorte que, la Ligue nationale, finalement, on a plutôt penché vers Simmonds. Mais écoute, Giroux a 3 points de plus que lui, a moins 12 de différentiel, tandis que son opposant en a moins 16. Faut regarder quand même ces chiffres-là. C'est sûr que c'est juste des chiffres, mais quand même, ça en dit long quand même. Parce que Giroux, on sait qu'il a l'habitude à chaque saison de se présenter à cette belle fin de semaine qui rassemble les vedettes de la Ligue nationale. Ouais. Et pour ma part, je pense que c'est une bonne chose pour Wayne Simmonds puis de faire vivre l'expérience à plusieurs joueurs différents à chaque année. Tu te rappelles de la saison dernière avec l'histoire, le conte de fées de John Scott? Une histoire qui, en a laissé des mots et des mots à les amateurs. Ça a été une histoire très touchante parce qu'au début, les amateurs, c'était pour rigoler de John Scott, mais ça l'a fini. Ça l'a très bien terminé son histoire dans le cas de John Scott. Donc, si Wayne Simmonds peut répéter une belle histoire cette année, ça pourrait être très intéressant. Tout d'abord aussi, il ne faut pas oublier que Simmonds est beaucoup plus talentueux que Scott. C'est pas la même tranche de joueur. Faut pas les comparer non plus. Mais
c'est quand même une histoire très intéressante pour un gars comme Cam Atkinson, comme on parlait tantôt, et Wayne Simmons qui en sont à leur premier match des étoiles en carrière. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Parfait. Donc maintenant, je voulais faire un petit top 10 avec toi. D'ailleurs, c'est un article que j'ai publié le 13 janvier, il y a de cela 2 semaines. Dans ma liste, il y avait Cam Atkinson au 5e rang, mais là, il est retiré de la liste en raison qu'il participe au match des étoiles dans la fin de semaine pour remplacer Malkin. Donc, dans ce fameux top 10, nous retrouverons en 10e place Rasmus Ristolainen des Sabres, en 9e position Jakub Voracek des Flyers, en 8e position Kevin Shattenkirk des Blues, au 7e échelon, nous retrouvons Cam Talbot des Oilers. Au 6e rang, nous retrouvons Mark Scheifele. Au 4e rang, Dustin Byfuglien des Jets. Et Scheifele qui est également aussi des Jets. 3e rang, Henrik Lundqvist des Rangers. Au 2e échelon, Phil Kessel des Penguins de Pittsburgh. Et au 1er rang, Artemi Panarin. On parlait des Flyers, donc on va demeurer dans la région de Pennsylvanie. Jakub Voracek, c'est un autre joueur qui aurait pu faire le match des étoiles et qui ne s'y retrouve pas. Notamment, Voracek connaît pas quand même sa plus grosse saison en carrière, mais une grosse production pour lui qui l'attend cette saison. Écoutez, 44 points en 49 matchs. Je voulais que tu m'en parles un peu de qu'on l'ait oublié du côté de la Ligue nationale pour cette fin de semaine. Oui, bien, Jakub Voracek, je sais pas si tu te souviens, Andrew, l'an dernier, Voracek, malgré ses 55 points en 73 parties, on n'a pas parlé beaucoup de lui. Les Flyers ont été une équipe l'an dernier, tu te souviens bien, qui ont dû se battre jusqu'à la fin pour pour participer aux séries éliminatoires, en fait. Et Voracek a passé un peu sous le radar et je crois que c'est la même chose cette année. Voracek est capable d'aller chercher plusieurs partisans. On le sait, est un favori de la foule à Philadelphie. Ouais. Plusieurs années, plusieurs grosses saisons. Si, admettons, je fais un petit retour dans le passé, là. À partir de 2013, OK? 2013-2014, en 82 matchs, il y avait eu 62 points. La saison d'après, il y a eu 81 points en 82 matchs. Alors, ça, c'était 2 grosses saisons qui a vraiment mis son nom sur le marché, qui a vraiment... à cause de ça, il y a une crédibilité, une grosse reconnaissance. Et cette année, le fait que Voracek ne participe pas aux séries éliminatoires, pas aux séries éliminatoires, pardonnez-moi, mais au match des étoiles, fait en sorte que ça prouve à quel point le talent dans la division métropolitaine est excellent cette saison. En effet. Ça me fait penser aussi à Nick Foligno. On se rappelle, la même saison que Jakub Voracek, les deux joueurs ont obtenu une excellente saison en termes de production offensive. Et puis l'année précédente, là, leur contribution offensive a diminué, mais d'aplomb. On pense là, comme on vient de le mentionner, 55 points pour Voracek. Et pour du côté du capitaine des Jackets, on passe de 73 points à 37 points. C'est sûr que là, la crédibilité pour un prochain match des étoiles, là, ça en mange une claque. Ça, c'est sûr et certain. Aussi, on passe de 16, plus 16 de différentiel à moins 14. Ça fait une grosse différence pour un gars comme Nick Foligno pour le match des étoiles, ça c'est sûr. Mais cette année, Foligno a joué un grand rôle tout autant offensif que leadership. Et j'aurais aimé ça voir Foligno au match des étoiles, mais on peut pas tous les mettre au match des étoiles malheureusement. Et effectivement. De ce fait même, là, c'est pour ça qu'on a 44 joueurs qui prennent part à cet grand événement en fin de semaine que j'ai très hâte de voir. Ça va être un spectacle, surtout avec le 3 contre 3 qui se rajoute cette année. La nouvelle formule. Là, cette année, ça fait une petite controverse en parlant de match des étoiles, de 3 contre 3. On enlève une ancienne recette gagnante. Je te rappelle, là, Piqué Souban, il y a quelques années, avec Jaromir Jagr, alors il s'était mis un costume, le représentant dans les années 90 à ses débuts dans la Ligue nationale. C'était assez rigolo. Avec le fameux mulet, oui. Oui, ouais, avec le casque aussi, Cooper, là. Ouais. Donc, on a retiré le tir de barrage comme ça... de la part de la Ligue nationale, là, on s'est rencontrés et on l'a officiellement retiré cette saison pour prendre place au 3 contre 3 qui va être très intéressant. Je voulais savoir un petit peu tes propos sur qu'est-ce que tu en penses sur le fait que la Ligue nationale décide de retirer les tirs de pénalité là, de ce genre-là au match des étoiles. Ben, comme moi, tu dois savoir que cette
cette partie de la compétition était un favori de la foule. Maintenant, avec justement son retrait par rapport au concours d'habileté, il fait en sorte que la LNH veut quand même, je pense, retourner dans ses anciennes routes et dire oui, c'est une compétition amicale, tout ça, mais reste quand même que c'est des joueurs professionnels avec un statut professionnel. Je sais pas si tu te souviens, en 2009, quand le match des étoiles était à Montréal, Oui. Alexander Ovechkin avait fait quelque chose du genre en se mettant des lunettes de soleil, un chapeau de paille avec un drapeau et Oui. avait jonglé avec 2 bâtons. On, on inspire à la créativité dans cette compétition. Toutefois, on reconnaît pas le talent des joueurs. Exactement. Et c'est exactement ça que la LNH, je pense, veut rappeler aux joueurs et aux partisans, c'est que hey, ces joueurs-là sont là pour donner un spectacle, sont là pour démontrer leur talent. Pour vrai, cette compétition-là était là pour ça. Mais malheureusement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de niaiseries, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que c'est le bon terme à utiliser par rapport à cette compétition, et c'est pour ça, je crois, que la LNH l'a retiré. Parfait, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr qu'on veut placer le spectacle tout avant. Bon, c'est sûr que c'est une fin de semaine amicale, mais il faut rappeler aussi le talent des joueurs parce que c'est la raison pourquoi est-ce qu'ils sont à cette fin de semaine-là. C'est sûr que les amateurs reprochent souvent que les matchs des étoiles de la KHL en Russie, c'est beaucoup plus intéressant. On voit que la créativité dans le talent des joueurs qu'au lieu de se déguiser. C'est ça la petite comparaison qu'on reprochait à la Ligue nationale. Et là, cette année, finalement, on décide de barrer les roues des tirs de barrage avec des costumes et vice-versa pour mettre place à le talent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est une partie un petit moment de folerie, si on veut, qu'on retire. C'est un petit peu, c'est sûr que ça fait pas tous des heureux. Il y en a certains qui sont pas contents de cette décision-là, d'autres que oui. Alors, ça va faire, c'est sûr et certain qu'on peut pas plaire à tout le monde dans cette décision-là. Non, je suis d'accord avec toi et juste rajouter là-dessus, je suis d'accord, par exemple, au point que tu as amené, le fait que c'était une plaisanterie, c'est un moment où est-ce que le monde fait s'évader un peu. Et le fait que la LNH s'est gardé ça un peu plus sérieux, pas que ça avait me chercher un peu, mais oui. Tu sais, je veux dire, en tant que partisan, moi aussi, j'étais quand même attaché à cette catégorie dans la compétition d'habileté. Mais reste quand même que le reste de la compétition va être quand même hors du commun. J'ai très hâte de voir la compétition du patineur le plus rapide qui va avoir cette année Connor McDavid. Comme tu le sais, McDavid est un des joueurs les plus rapides de la LNH. En fait, selon moi, est le plus rapide. Et c'est une des raisons qui explique son succès phénoménal. Alors, cela étant dit, c'est sûr qu'il va avoir un spectacle pareil, mais ça va être différent. Exactement. Maintenant, je voulais passer maintenant aux formations parce que ça aussi, ça fait beaucoup jaser parce que bon, on sait qu'on prend 7 attaquants, 3 défenseurs et 2 gardiens de but dans chaque division. Alors que on peut voir qu'il y a des équipes des équipes dans les divisions, bien sûr, que c'est pas tant équilibré dans le sens que on n'est pas, c'est pas égal. On prend exemple sur la division métropolitaine, on parle de Crosby, Atkinson, Taylor Hall, Ovechkin, Simmons, Tavares. À l'attaque, c'est tout à fait redoutable de mettre Ovechkin, Crosby et Tavares dans la même division, mais c'est tout à fait normal parce que les trois jouent dans la même division. Mais ça fait c'est sûr que là, sur papier, là, la formation métropolitaine est beaucoup plus forte que, par exemple, la formation atlantique qui compte sur Marchand, Matthews, Kucherov, Nielsen, Okposo, Trocheck. Et je retiens un fait intéressant là-dessus parce qu'on sait que les Highlanders vont pas très bien cette année. Et j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est un fait très intéressant. On a laissé partir Franz Nielsen et Kyle Okposo. Et ces derniers sont présents en fin de semaine en compagnie de leur capitaine John Tavares qui vont affronter lors des matchs amicaux entre les vedettes. Et je voulais que tu parles un peu de l'impact que Kyle Okposo a avec les Sabres et de Franz Nielsen, l'impact qu'il est capable d'avoir avec les Red Wings. C'est assez drôle, hein? Quand on y pense, c'est quand même une drôle de coïncidence que les deux joueurs ils se retrouvent avec leur capitaine auquel ils ont eu tellement de succès avec les Islanders de New York.
Mais oui, je suis d'accord. Les deux joueurs en arrivant dans leurs équipes respectives, alors comme tu viens de le dire, Kyle Okposo avec les Sabres de Buffalo et Frans Nielsen avec les Red Wings de Détroit, ont eu beaucoup d'impact. Si, admettons, je commence par te parler de Kyle Okposo. Alors, Kyle Okposo est arrivé à Buffalo dans un but de aider l'équipe à reconstruire sa base, aider l'équipe à connaître un succès. Parce que entre toi et moi, les Sabres ont quand même des très bons joueurs dans leur alignement. Je pense à Zemgus Girgensson, je pense à Rasmus Ristolainen, on en a parlé tantôt. Lui aussi aurait pu d'ailleurs participer au match des étoiles, mais tu l'as très bien mentionné dans ton article. Si je parle des statistiques de Kyle Okposo, 31 points en 46 matchs cette année. C'est pas mal, mais encore une fois, il ne jouait pas avec John Tavares quand tu y penses. L'an dernier a eu 64 points en 79 parties. Mais là, justement, dans un but de reconstruction, dans un but d'être un pionnier à l'attaque, montrer aux jeunes comment ça se passe, c'est quoi avoir d'expérience dans la LNH, et je trouve qu'il le fait très bien. Pour Frans Nielsen, maintenant, Frans Nielsen, comme tu le sais, a joué en début de saison avec Thomas Vanek. Maintenant, est sur le même trio que Gustav Nyquist. Et après 49 parties dans la LNH avec les Red Wings, il a seulement 26 points. Ce qui est un peu... on peut remettre ça en question par rapport à sa participation au match des étoiles. En tout cas, c'est d'un point de vue un peu plus personnel. Mais lui aussi est arrivé plus dans un rôle de leadership, dans un rôle où certains joueurs, je pense à Andreas Athanasiou, qui est qui justement participe probablement à sa deuxième saison, pas complète par contre, sa première saison complète dans la LNH, mais sa deuxième saison dans le hockey professionnel, qui a besoin quand même de beaucoup d'encouragement, beaucoup de motivation. Et Frans Nielsen est un très bon joueur pour remplir ce rôle. À 32 ans, le joueur de centre, natif du Danemark, a joué plusieurs années dans la LNH, tout avec les Islanders de New York. Et c'est vraiment en 2013-2014 ainsi qu'en 2015-2016 qu'il a connu une effervescence offensive. En 2013-2014, on parle de 58 points en 80 matchs. Et l'année dernière, 52 points en 81 matchs. C'est un joueur de soutien, c'est pas une superstar, mais il peut vraiment avoir un gros impact dans une équipe. Et c'est pour ça que les Red Wings sont allés le chercher. Parfait, c'est des points très intéressants que tu apportes parce que, bon, il y en a certains qui comprenaient pas Okposo, pourquoi pas mettre Eichel à la place d'Okposo et Nielsen, pourquoi pas en mettre un autre comme Vanek, là, qui connaît une bonne saison cette année, même si, bon, il a manqué quelques matchs à cause d'une blessure au haut du corps, si je me trompe pas. Et ça vient régler certains questionnements de plusieurs amateurs parce qu'on comprenait pas pourquoi Nielsen et Okposo sont là. Un autre qui fait jaser aussi, c'est Vincent Trocheck des Panthers de la Floride. Pourrais-tu m'expliquer un peu pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que lui au lieu d'un autre? Alors, Vincent Trocheck, lors de la Coupe du Monde, a joué pour l'équipe de l'Amérique du Nord des moins de 23 ans. Pourquoi est-ce que Vincent Trocheck se retrouvait dans l'alignement? Ben moi, je vais te l'expliquer. Parce que Trocheck, comparativement aux autres joueurs, a un esprit offensif très développé, mais est un joueur de soutien. On peut pas. C'est un des meilleurs joueurs au niveau des deux côtés de la patinoire. Ça veut dire au niveau défensif et au niveau offensif. Malgré cette saison, malheureusement, n'a pas une très bonne saison au niveau des plus et moins avec moins 11, mais l'an dernier, il était plus 15. Et il a quand même eu 53 points en 76 parties. Je veux dire, pour un joueur de 23 ans, c'est des statistiques qui parlent pour lui. Et entre toi et moi, Trocheck n'est pas un Austin Matthews, n'est pas un Patrick Laine et n'est pas un Connor McDavid. Je tiens à te rappeler qu'il s'est fait repêcher 64e au total en 3e ronde en 2011 par les Panthers. Il n'a jamais bougé. Et maintenant, à 33 points en 49 parties, et je pense que de la part de la LNH, il faut bien reconnaître que ce joueur-là a beaucoup de talent et a divers aspects de son jeu où c'est très développé et où il mérite de les exploiter, de les démontrer aux partisans.
Parfait, un autre point intéressant. Et je vais terminer pour les formations. On va parler d'un autre joueur qui fait jaser, et c'est Bo Horvat des Canucks de Vancouver qui, Oui. lui, va prendre part à l'équipe de la division Pacifique. Je voulais que tu me parles aussi, je voulais que tu m'expliques pour faire comprendre aux amateurs pourquoi Bo Horvat encore une fois. Alors, Bo Horvat, 21 ans, natif de London en Ontario. Euh, Bo Horvat, lui, a joué son junior avec les Knights de London et s'est fait repêcher 9e au total en 2013 par les Canucks de Vancouver. Alors, lui, c'est bien simple. Tout de suite après avoir terminé la saison en 2013-2014 avec les Knights de London, est allé se joindre aux Canucks de Vancouver pour jouer 68 parties. C'est assez gros pour un choix de première ronde, mais vu qu'il était 9e au total, c'est très compréhensible. Quand même obtenu 25 points, alors c'est pas si mal pour un joueur qui vient d'arriver dans la LNH. À 6 pieds 206 livres, Horvat en a vraiment appris et a participé à 5 parties dans la Ligue américaine par la suite en 2014-2015, là où il n'a pas fait de points. Mais ça, on peut l'oublier, on peut le tasser parce que maintenant Horvat est en train de se créer une réputation de scoreur naturel. L'an dernier, en 2015-2016, il a obtenu 40 points en 82 matchs, oui. C'est juste son cumulatif de, faites attention, moins 30 qui fait mal à la fiche de statistiques. Toutefois, cette année, Horvat a vraiment pris beaucoup de maturité dans l'alignement des Canucks et si tu me donnes 2 minutes, je vais te le dire. C'est quoi son trio? Alors, comme tu le sais, joue parmi les 2 premiers trios des Canucks de Vancouver, Ouais. et je vais l'avoir dans 2 minutes. Bo Horvat est le centre, dans le fond, du 2e trio des Canucks avec Sven Baertschi et Alexander Burrows. Et c'est une responsabilité assez grosse pour un joueur qui participe seulement à sa 2e saison complète dans la LNH, mais mérite amplement d'être où il est durant le match des étoiles, puisqu'il a des chiffres qui parlent pour lui, comme j'ai dit tantôt. Horvat a 14 buts, 18 passes cette saison et continue à améliorer son jeu de match en match. Et c'est vraiment beau de le voir jouer sur la patinoire et je trouve que c'est une belle reconnaissance de la part de la LNH, la direction de la LNH par rapport justement aux jeunes centres. Parfait, c'est très intéressant ce que tu dis. Bo Horvat, on reconnaît aussi que c'est un joueur de centre qui est à caractère défensif, qui est capable d'appuyer l'attaque. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur de ce genre-là dans ton organisation. Oui, Maintenant, effectivement. comme on avait mentionné au début de l'émission, on voulait procéder à une transaction qu'on allait annoncer à la fin de l'émission. Et ça concerne le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay qui ont fait une transaction mineure. Tout d'abord, le Canadien a acquis le défenseur Nikita Nesterov, le gros défenseur du Lightning. En retour, le Canadien cède le jeune défenseur Jonathan Racine de 23 ans, ainsi qu'un choix de 6e ronde à l'encan de cette saison. Là, qui est Jonathan Racine et qui est Nikita Nesterov? Bon, tout d'abord, Jonathan Racine, c'est un défenseur qu'on a acquis cette saison des Panthers de la Floride, rappelez-vous, au début de l'année, en retour de Tim Boson. Beaucoup reprochaient à Marc Bergevin d'avoir échangé Boson pour Racine, mais finalement, Boson, on n'entend plus vraiment parler de lui avec les Rampage de San Antonio dans les mineurs, qui est rendu maintenant aussi les Pirates de pas les Pirates de Portland, pardon. Je veux dire les Rampage de San Antonio, pardon. Et dans le cas de Racine, c'en est un, lui, qui n'a pas fait son impact avec les Ice Caps de Saint John. Tout d'abord, ses chiffres en disent long. 3 passes en 26 matchs. Et il a 58 minutes de punition. Il est reconnu comme un défenseur qui joue gros, qui joue dur dans les coins de rampe et un défenseur qui est quand même très indiscipliné. Dans le cas du Lightning, d'amener un joueur comme Jonathan Racine pour le Lightning, ça peut être très intéressant. Le Lightning qui, cette année, c'est pas l'année qu'on s'attendait. Notre capitaine est blessé et puis Bishop manque à l'appel. Et de ce fait même, le Lightning ne feront pas les séries cette année, à moins d'un revirement majeur comme on a vu les Maple Leafs cette année. À moins d'un miracle, oui. Mais, en effet, et à moins vraiment, comme je le mentionne, d'un revirement majeur, le Lightning n'ont pas de grande chance de faire les séries. Non, effectivement.
Et du côté de Vas-y. Nesterov maintenant, je voulais que tu me parles de qui est Nikita Nesterov pour les amateurs qui n'ont pas la connaissance de ce défenseur qui provient du Lightning. Alors, oui, Nikita Nesterov a 23 ans. Il s'est fait repêcher en 5e ronde, 148e au total en 2011 par le Lightning de Tampa Bay. Alors, il a joué 3 saisons dans la LNH jusqu'à présent et a participé une fois aux séries avec le Lightning de Tampa Bay en 2014-2015. Ce que je peux te dire par rapport à lui, mon cher Andrew, c'est que Nesterov, cette saison, a 12 points en 35 matchs. Est en train d'apprendre, est en apprentissage, comme je te dis, c'est le défenseur numéro 5-6 du Lightning, mais démontre beaucoup d'intelligence avec la rondelle et très mobile sur la patinoire. À seulement 5 pieds et 11 et 191 livres, Nesterov est reconnu comme étant un défenseur à caractère offensif, ce qu'on n'a pas vu encore. Mais de ce que j'ai entendu parler de lui, il fait son travail. Et on n'a jamais à chialer sur ce qu'il fait. Alors, en 2014-2015, quand le Lightning s'est rendu très loin dans les séries éliminatoires, Nesterov a quand même eu 6 points en 17 parties, ce qui est pas si pire. Maintenant, pour le nouveau défenseur du Canadien, ça va être une période d'apprentissage, justement, parce que, comme tu le sais, jouer à Montréal, c'est pas facile. C'est complètement différent de l'entièreté de la LNH. Et avec ça, moi, j'ai une question à te poser. Oui, bien sûr. Est-ce que certains défenseurs du Canadien sont dans l'eau chaude avec l'arrivée de Nesterov? Eh bien, moi, excellente question que tu me poses, Hugo, parce que moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Nathan Beaulieu. Nathan Beaulieu, c'est un défenseur qui a pris de l'expérience, comme il dit en entrevue après le camp d'entraînement hier ou aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et Nathan Beaulieu, c'est un gars qui a pris aussi de la maturité. C'est un gars qui est encore jeune, qui peut encore se développer, qui a un talent, qui a des mains, qui est capable de monter à l'attaque, qui fait encore plusieurs erreurs que, bon, c'est des erreurs qui coûtent cher. Et on semble pas apprécier du côté du Canadien des joueurs qui prennent des risques. Parce qu'on pense à Piquet Subban la saison dernière, qui a été échangé au Prédateur de Nashville en retour de Shea Weber. On se souvient très bien de cette journée-là, le 29 juin 2016. Mais pour revenir à Nathan Beaulieu, écoute, c'est lui qui est dans la soupe chaude parce que justement, avec la venue d'un défenseur comme Nesterov, Nesterov a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale, tout comme Beaulieu, qui en est à sa 3e saison, Beaulieu avec le Canadien de Montréal et le Tricolore. Donc, pour moi, c'est Beaulieu. Je pense que peut-être on va essayer de mettre Nesterov à la place de Beaulieu. Ou peut-être là, Barberio pourrait peut-être coûter. Mais encore là, je trouve que Barberio fait du très bon travail avec le Canadien présentement. C'est un bon remplaçant. Et pour ma part, je pense que c'est vraiment Beaulieu qui va écoper. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, coudon. C'est exactement ça que j'allais dire. Nathan Beaulieu est en grand risque présentement et comme tu le sais, il y a eu plusieurs rumeurs sur lui. On parlait aussi des rumeurs de transactions avec les Blues de Saint-Louis et Kevin Shattenkirk, là où Beaulieu aurait pu partir avec des choix de première ronde et deuxième ronde. Alors, on ne sait pas, la date limite des transactions s'en vient. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec le numéro 28 du Canadien, mais c'est sûr que ça va être à surveiller. Parfait, donc merci beaucoup à toi Hugo, c'est tout pour la première émission de EP30 sur les ondes en prolongation.com. La prochaine émission sera ce dimanche, à ne pas manquer, notre invité spécial Frédéric Gagnon qui est le reporter de la LHJMQ et qui a des entrevues très intéressantes qu'il a faites, notamment avec Maxime Comtois de la LHJMQ et le joueur Dylan Strome. Et ça va être très intéressant de s'entretenir avec Frédéric Gagnon ce dimanche, à ne pas manquer. Merci d'avoir été là ce soir. C'était Andrew Gingras, votre animateur, ainsi que Hugo Reich, votre collaborateur ici. Merci à tous et à toutes et à la prochaine.